ayant pris son envol en 1972, le F-15 Eagle américain, de par ses performances et ses capacités exceptionnelles pour l'époque, représenta une formidable menace pour les soviétiques. Ils s'empressèrent alors de lancer un programme de recherche pour un appareil au moins équivalent si ce n'est plus. Un intercepteur à long rayon d'action donc, qui aurait également la capacité d'escorter les Su-24 d'attaque par exemple, ou celle de pénétrer l'espace aérien ennemi dans le but d'abattre des ravitailleurs ou des AWACS. Bref, un anti-F-15. La réponse de Sukhoi à ce programme fut le prototype T-10. Cette machine possédait de nombreux attributs communs avec le F-15. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Un appareil très imposant pour intégrer beaucoup d'équipements et bien sûr beaucoup de carburant. Mais plutôt élégant, avec une aile haute de forme triangulaire, 2 moteurs, 2 empennages verticaux. Ce T-10, à la désignation Ramka pour les Occidentaux, décolla pour la première fois en 1977, propulsé par 2 Yulka AL-21F de 11 tonnes de poussée chacun. Moteur bien connu, équipant déjà les Sukhoi Su-17. Puis, la machine reçut à partir de 1980 les nouveaux Yulka Saturn AL-31F double flux, qui passaient à 12 tonnes de poussée. Malgré ces nouveaux moteurs, les performances du T-10 n'atteignaient toujours pas les spécifications requises. La cellule fut entièrement redessinée et une nouvelle série de prototypes T-10S est réalisée à partir de 1981 avec la désignation OTAN Flanker A. Cette machine abandonne la forme curviligne de la voilure du T-10 original, les dérives sont repoussées vers l'extérieur et un dard caractéristique fait son apparition entre les moteurs. Toujours dans l'esprit de départ, le T-10S est allégé pour battre les records du F-15 Streak Eagle de 1975, avec entre autres une montée à 15 000 mètres réalisée en 70 secondes seulement au lieu de 77. Les performances sont enfin là, taux de montée monstrueux et vitesse de pointe à 2500 km/h ou Mach 2,35 en altitude. Mais de nombreux problèmes de commande de vol et de fabrication vont malgré tout repousser l'entrée en service de la version de série renommée Su-27S Flanker B seulement en 1985. Le Su-27S, surnommé localement la grue, dû à sa ressemblance avec l'oiseau, se caractérise effectivement par une longue et effilée partie avant. Mais c'est un gros oiseau qui pèse 30 tonnes tout de même. Une similitude amplifiée par sa roulette de nez reculée avec garde-boue pour limiter l'ingestion de débris par les réacteurs. Donc, bien qu'il soit sophistiqué, le Su-27S reste un appareil conçu pour supporter le climat local ainsi que les pistes de mauvaise qualité. D'ailleurs, la machine est équipée d'une avionique effectivement moderne pour l'époque avec un système de navigation inertielle, un radar N001 Mesh à impulsion Doppler à longue portée avec IFF, très puissant mais uniquement dédié au combat RR, et il ne peut suivre qu'une cible à la fois. Il est secondé par un détecteur et suivi infrarouge, c'est la proéminente boule noire devant le cockpit, ce système pouvant se montrer encore plus utile une fois associé au système de liaison de données Lazur pour un guidage depuis le sol, sujet déjà abordé dans une vidéo précédente. Le Su-27 peut recevoir également des systèmes de brouillage en bout d'aile, mais le système d'alerte radar et un distributeur de leurre se trouvent dans la pointe arrière située entre les moteurs. L'armement interne se résume au canon GSH-31, monotube donc, 1500 coups minutes et 150 obus en magasin. Les pylônes peuvent évidemment recevoir tout l'arsenal de missiles RR alors en service. Les très efficaces courte portée R-73, code OTAN Archer, capables en plus d'être asservis à la visée casque, et les moyennes portées R-27 code OTAN Alamo, ces derniers ont la particularité de pouvoir être guidés soit par radar semi-actif, équivalent à des Sparrow, soit par infrarouge, à la portée moindre mais plus discret. Le Su-27 a marqué également les esprits dès les premières représentations officielles. Car malgré son embonpoint, il a montré une exceptionnelle agilité, dite d'hyper-manœuvrabilité, souvent illustrée par la fameuse figure du Cobra de Pugachev, du nom d'un des pilotes d'essai de Sukhoi. C'est lui d'ailleurs qui avait été aux commandes pour un bon nombre de records du T-10S précédemment cités. Ces manœuvres dont est capable le Su-27 ne sont d'ailleurs possibles que parce qu'il est conçu comme un avion dit instable ou à stabilité détendue. Une première pour une réalisation soviétique. En effet, à l'inverse des avions dits stables, son centre de gravité est légèrement en arrière de son centre de poussée et l'empennage doit maintenant générer de la portance. Et si ces caractéristiques lui permettent effectivement des manœuvres violentes ou même impossibles à réaliser avec les avions de la génération précédente, le contrôle de vol doit être intégralement géré par des calculateurs de vol, ici analogiques à quadruple redondance, associés aux commandes de vol électriques. Sans quoi, l'appareil ne serait tout bonnement pas pilotable. On peut remarquer également l'étonnante bonne santé des moteurs AL-31F lors de ces évolutions,
qui semble présenter une formidable résistance au pompage. À la fin des années 80, certains Su-27S sont légèrement modifiés pour recevoir de l'armement air-sol et le mode radar qui va avec pour gagner en polyvalence. Certains exemplaires non modifiés, intercepteurs purs donc, reçoivent la désignation Su-27P. À cette même période, la marine soviétique avait projeté de s'équiper de 4 porte-avions de classe Kuznetsov. Ces 4 bâtiments devaient recevoir des Su-27K, une version navalisée du Su-27S, avec un train d'atterrissage renforcé, une crosse d'appontage et des ailes repliables bien sûr, ainsi que des volets à double fente destinés à diminuer les vitesses d'approche. Mais cette version navale se différencie surtout par la présence de surfaces canards permettant d'améliorer la maniabilité à basse vitesse. Pour augmenter sa capacité opérationnelle, il est également équipé d'une perche de ravitaillement en vol rétractable et son radar a des réglages différents, plus adaptés au vol au-dessus de la mer. On peut noter que le Kuznetsov n'est pas équipé de catapultes, les Su-27K ayant assez de puissance pour décoller juste avec un tremplin. Au final, seule une trentaine de Su-27K ont été fabriqués, car la chute de l'Union soviétique au début des années 90 a entraîné l'arrêt du programme de la marine et seul le Kuznetsov a été mis en service. Le porte-avions suivant, le Variag, lui est resté inachevé, les autres annulés. Les Su-27K sont renommés à cette période Su-33 Flanker D. La fin de l'URSS va marquer également la société Sukhoi tout court, qui doit maintenant s'adapter à une économie de marché et ne plus dépendre des contrats d'État, s'étant effondrés eux aussi. Plusieurs projets dérivés du Su-27 sont portés en parallèle en cette période incertaine pour Sukhoi afin de diversifier son offre. Alors, bien qu'il y ait eu dès le début du programme des Su-27 biplaces avec un cockpit en tandem, les Su-27UB Flanker C, et qu'ils étaient capables d'opérations de combat, ils avaient surtout été conçus pour l'entraînement des équipages. Sukhoi a eu l'idée d'en faire une variante multirôle renommée Su-30, un concurrent direct du F-15E Strike Eagle ce coup-ci. Cette machine était équipée elle aussi d'une perche de ravitaillement en vol, ainsi que la capacité d'utiliser le même arsenal que les Su-17 M3, des missiles air-sol et des bombes guidées, incorporant donc un équipement de visée laser et TV. Détail dans ma vidéo sur les Su-17, je mets le lien en fiche si besoin. Mais malgré certains atouts, seules 5 machines sont finalement vendues à l'armée russe. Autre projet intéressant, celui de la modernisation du Su-27S, qui mène à la réalisation de diverses machines d'essai, renommées Su-27M puis Su-35. Et enfin, pour le plus avancé, le Su-37 Flanker E. Ce dernier, au look proche du Su-33 naval avec ses surfaces canards, reçoit d'étonnants moteurs AL-31F spéciaux à poussée vectorielle, ainsi qu'un nouveau radar à balayage électronique très puissant, N011 BARS, capable de détecter des cibles jusqu'à 300 km de distance et d'en suivre plusieurs simultanément, d'être associé à la visée casque ainsi que d'avoir un mode air-sol capable de détecter des cibles au sol à 50 km et en mouvement à au moins 10 km/h, d'avoir un mode suivi de terrain et de cartographie. Son tableau de bord est intégralement constitué d'écrans à cristaux liquides, appelés full glass chez les Anglais. Grâce aux nouvelles tuyères mobiles bidimensionnelles associées et intégrées au contrôle de vol, la machine pouvait se montrer encore plus agile, voire même d'être manœuvrée au-delà du décrochage. Là encore, malgré des prestations impressionnantes et un surnom pour le moins évocateur, ce Su-37 Terminator n'a déclenché aucune commande. Pour finir, Sukhoi propose également un Su-27 SK, version légèrement dégradée de son Su-27S pour l'exportation. Au radar mesh moins performant, sans le mode air-sol, pas de contre-mesure ni d'IFF. Ce n'est pas non plus vraiment un franc succès. Seulement une poignée est vendue au Vietnam et à l'Éthiopie, puis quelques dizaines seulement aux Chinois. Ces derniers par contre les ont modifiés pour recevoir de l'armement air-sol et content du résultat, ils obtinrent une licence de production de la part de Sukhoi pour 200 appareils supplémentaires à partir de 1996, ainsi que des éléments fournis par Sukhoi à prix bradé. Ces appareils, fabriqués sur le sol chinois par Shenyang, deviennent le chasseur-bombardier J-11. La fin des années 90 se présente bien mieux pour Sukhoi, car l'armée de l'air indienne se montre finalement intéressée par le Su-30MK, version modernisée du Su-30 dédiée à l'export, avec une capacité d'emport de 7 tonnes,
Cette version du biplace multirôle a récupéré le radar BARS à balayage électronique du Su-37. Mais ici, il est installé sur un châssis orientable pour permettre des relevés latéraux le long de la ligne de vol. L'appareil emporte plus de carburant et est plus lourd avec 35 tonnes en charge maximale. Le nouveau radar permet également d'utiliser les missiles R-77, toujours à moyenne portée mais à guidage actif, plus ou moins équivalent au AIM-120 américain. Mais malgré la présence de surface canard, le poids, en particulier celui du radar, impacte trop négativement la maniabilité générale de l'avion. L'armée indienne demande alors d'intégrer également les moteurs AL-31FP à poussée vectorielle issus du Su-37 pour se retrouver avec un appareil toujours aussi agile. Ainsi apparaît le Su-30 MKI Flanker H. Étonnant mélange donc et premier Sukhoi à poussée vectorielle de série. Il est fabriqué à 270 exemplaires sous licence en Inde par la HAL. De cette version vont découler les Su-30 MKA, très proches, avec juste quelques équipements spécifiques dédiés à l'armée de l'air algérienne, qui en a acheté presque 80, et une poignée de Su-30 MKM pour la Malaisie dans la même veine. Même l'armée russe, enfin séduite, passe commande de 150 appareils adaptés à ses besoins sous la désignation Su-30 SM. Les ventes ont enfin décollé. Et même des versions proches du simple Su-30 de départ, certes modernisées mais sans le gros radar BARS, sans les surfaces canards ni la poussée vectorielle, finissent par intéresser la Chine avec presque 100 machines, livrées d'abord sous la désignation Su-30 MKK, flanker G, puis Su-30 MK2 intégrant des capacités anti-navires, ainsi que le Venezuela et le Vietnam avec une trentaine d'exemplaires chacun, nommés respectivement MKV et MKV2. Ok, on est d'accord, il doit y avoir un type payé à la désignation chez Sukhoi et il doit être riche. Bon, toujours concernant la Chine, à l'aube des années 2000, après une centaine de J-11 monoplaces fabriquées avec la licence précédemment acquise, une version J-11B Flanker L est réalisée. Équipée de moteurs locaux, des Wushan WS-10, copie des AL-31F, d'une nouvelle avionique avec un nouveau radar issu également de la production locale, ainsi qu'un cockpit tout écran. Les J-11 de départ recevront à leur tour une mise à jour avec ces équipements et deviennent quant à eux des J-11A. Idem pour les biplaces Su-30 qui, une fois mis à jour, deviennent à leur tour des J-16. L'ensemble de ces modifications ont été réalisées sans l'aval de Sukhoi ni de Saturn, et la quantité totale d'avions produits va dépasser largement les 200 exemplaires. Sukhoi dénoncera le non-respect de la licence, mais bon, les Chinois rétorquèrent de leur côté qu'ils n'avaient pas eu le choix car Sukhoi n'avait pas pris en compte les modifications demandées, ou du moins pas dans un délai acceptable. Au-delà des pays déjà listés possédant des Su-27, on peut ajouter que l'Ouzbékistan, la Biélorussie et l'Ukraine héritèrent d'une trentaine de machines chacun. Mais ce sont bien des S et non des SK, car ils étaient présents sur leur territoire tout simplement à la chute de l'Union soviétique. D'ailleurs, l'Ukraine avait également hérité du Variag, le porte-avions inachevé précédemment cité, puisque les chantiers navals se situent également sur leur territoire. Le navire, laissé à l'abandon depuis 1992, a finalement été revendu aux enchères en 1998 à une société chinoise pour en faire un casino flottant à Macao. Évidemment, l'imposant bâtiment fut remorqué jusqu'en Chine, un périple qui a duré 2 ans tout de même, et fut bel et bien terminé et renommé Liaoning, devenant ainsi le premier porte-avions de la marine chinoise, et non son premier casino. Sans surprise, Shenyang a modifié son J-11B en incorporant tous les attributs du Su-33. Cette version navalisée, a priori réalisée sans demander l'avis de Sukhoi non plus, devint le Shenyang J-15 Flanker X2. L'avion est mis en service avec le navire en 2013 et est en cours de déploiement encore aujourd'hui. Déjà fabriqué à 50 exemplaires, une version J-15T est en cours de développement également pour être catapultée d'un nouveau porte-avions chinois de type Katobar. Étant donc un petit peu en froid avec Sukhoi à ce moment-là, la Chine n'a pas pu obtenir de Su-34, code OTAN fullback au début des années 2000, de loin le plus original des dérivés du Su-27. Encore en biplace, mais ici, Sukhoi semble y avoir carrément greffé le cockpit de Su-24M Fencer, et donc avec un équipage disposé côte à côte. Cette étonnante machine est d'ailleurs censée prendre le relais de ce vieillissant avion à aile à géométrie variable. Il a donc la même fonction et profite également de l'expérience acquise avec le Su-25 Frogfoot. En effet, l'habitacle est protégé par exemple dans une baignoire blindée. On estime d'ailleurs que l'avion possède en tout 1,5 tonne de blindage. 12 pylônes d'emport de charge, comme le Su-30, mais ici la charge maximale est portée à 8 tonnes. Certaines sources annoncent même plus de 10.
L'accès à ce particulier et spacieux habitacle se fait à présent par une trappe au niveau du train avant, et donne sur un petit espace qui permet à l'équipage de se restaurer, pratique pour les vols longue durée. Il y a même une petite bonbonne pour faire pipi si l'envie se montre trop pressante. L'avion emporte également plus de carburant dans ce gros fuselage, et même les dérives sont humides. Vous l'aurez compris, avec tout ça, le Su-34 ne joue pas tout à fait dans la même catégorie que le flanker. C'est un appareil de 45 tonnes. Les moteurs sont plus puissants, 13 tonnes de poussée chacun, et les trains d'atterrissage ont été entièrement revus et renforcés. Mais, malgré sa vocation bien plus typée bombardier, il reste capable d'utiliser toute la gamme de missiles RR courte et moyenne portée d'origine russe. D'ailleurs, son radar, le Leninet V004 à balayage électronique développé spécialement pour l'occasion, possède quand même un mode RR et épouse la forme étrange de l'avion, lui donnant ainsi le surnom Platypus, l'ornithorynque donc. Il est secondé par un système optronique laser rétractable entre les entrées d'air et l'avion possède une perche de ravitaillement en vol qui l'est également. La pointe arrière est devenue très longue, contenant un APU et plus étonnant, un autre radar dirigé vers l'arrière, permettant ainsi une bonne couverture de la zone dans laquelle l'avion évolue, pratique s'il n'y a pas l'assistance d'un AWACS par exemple, mais aussi il permet une détection précoce des menaces qui pourraient subvenir dans ces 6 heures, associé donc au système de défense et de contre-mesure de l'appareil. Cette pointe arrière intègre également un magnétomètre pour la lutte anti-sous-marine sur la version dédiée à la marine russe. On peut relever que le fullback est le moins rapide de la famille, avec une vitesse maxi donnée à 1900 km/h ou Mach 1,8. Il n'a été livré pour l'instant qu'à 70 exemplaires à l'armée russe, et l'Algérie devrait en recevoir une quinzaine. Pour finir, si les Su-27S originaux ont été quelque peu modernisés au cours de leur carrière, devenant des Su-27SM pour les rendre compatibles entre autres avec les missiles R-77, une nouvelle version est apparue dans les années 2010 avec le Su-35S Flanker E. Bien que profondément remanié, le Su-35S est très difficile à identifier des Su-27 originaux. Au jeu des 7 erreurs, on peut remarquer qu'il n'y a plus le tube pitot au bout du radome, l'aérofrein dorsal a disparu, remplacé par les surfaces de contrôle des dérives, ces dernières étant d'ailleurs devenues beaucoup plus grandes, et une roulette de nez double. Le Su-35S est également équipé de nouveaux moteurs Saturn AL41F, très puissants avec 14 tonnes de poussée chacun, ça commence à faire beaucoup, et évidemment ils sont équipés de nouvelles tuyères orientables, maintenant tridimensionnelles, plus efficaces, associées à un nouveau modèle de vol et qui, grâce à la réattribution du poids, permet d'obtenir une maniabilité toujours exceptionnelle malgré l'absence de surface canard. Le Su-35S est équipé du radar N012 Irbis-E. Évolution du BARS, bien que toujours à antenne passive, il garantit quand même une très longue portée de détection, permet d'utiliser les missiles AR à guidage actif R-37, code OTAN Arrow, de très grande portée, et assure une certaine polyvalence avec des modes air-sol ou air-mer compatibles avec tous les missiles anti-chars ou anti-navires de l'arsenal russe actuel. Pour l'instant, la Russie posséderait une cinquantaine de Su-35S seulement, et la Chine, revenue dans les bonnes grâces de Sukhoi, forcément dans le contexte international actuel, devrait obtenir une vingtaine de Su-35SK ainsi que l'Iran. Si les sanctions internationales appliquées à la Russie expliquent ces faibles chiffres de vente à l'export, en local, il n'est censé faire que de l'intérim, en attendant l'arrivée de son cousin éloigné, le Su-57 code OTAN Felon. Une drôle de machine dont la silhouette menaçante est maintenant connue du grand public après son apparition remarquée dans le film à succès Top Gun Maverick de 2022.